Le Cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien. Elle était venue sur notre plateau, vous vous en souvenez, vous allez la reconnaître. Kika, c'est son nom de scène en quelque sorte. Elle était venue nous parler de son livre qui racontait l'histoire de Clotilde, qui était une battante, une femme qui renversait la table, voulait réussir sa carrière et d'ailleurs la réussissait à travers ce livre. Je ne te pensais pas si fragile, une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail. Et c'était les éditions Erol, toujours d'ailleurs les éditions Erol, qui avaient publié Kika. Kika est revenue, pourquoi ? D'abord parce que son livre est un livre formidable et aussi parce qu'elle a fait un tour de France avec son camping-car. Alors on a des photos de votre camping-car, on va le voir. Bobby, 45 ans, c'est ça ? Voilà. Une belle histoire avec Bobby. C'est une belle histoire. Il est là le camping-car. C'est ralentir dans un monde en pleine accélération, en fait, l'histoire de ce camping-car. J'ai voulu incarner, au-delà des mots posés dans mon livre, j'ai voulu incarner le message et d'aller à la rencontre des lecteurs, de pouvoir... En pleine crise Covid, il faut le préciser quand même. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs. D'où le camping-car. Le camping-car est intervenu parce qu'en fait c'est mon camping-car de vacances. C'est ça. Mais il était impossible de sortir un livre en plein Covid et à un moment donné où les librairies n'étaient pas encore essentielles. Vous posiez devant. Je me posais devant et l'idée c'était justement de pouvoir offrir un petit moment d'échange. Et dans l'intimité du combi, je pouvais recevoir les gens un peu chez moi. Voilà. Le pitch de votre livre, parce qu'il faut vraiment lire ce livre, c'est une porte d'entrée, et on va en parler avec vous, parce que certains ont lu votre livre et puis sont venus vous en parler, puis d'autres sont venus acheter le livre et viendront peut-être parce que vous allez repartir. Mais c'est quand même l'histoire de Clotilde qui bosse dans une boîte de cycle, ça cartonne, ça bouge, on lui confie des responsabilités, le patron lui dit tu vas développer le e-commerce, qui est dans une entreprise un élément évidemment de développement économique. Tout va bien jusqu'au jour où patatras, quoi, le management change. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est, c'est-à-dire le début où il y a le téléphone qui est cassé, il y a une sorte de scène comme ça incroyable. Qu'est-ce qui se passe et là, c'est intéressant que vous nous en parliez à l'aune de tout le travail que vous venez de faire. Vous avez pris du recul par rapport à tout ça ? Vous sentez que vous vous en détachez ou vous êtes toujours dedans ? Non, je suis détachée, mais je reste vraiment, en tout cas, extrêmement attentive à ce qui se passe dans la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'aller alors de librairie en librairie, de pouvoir offrir vraiment un moment d'écoute et de partage en présence. De confessionnal, j'ai lu dans un article. Oui, on est vraiment dans une aventure humaine. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que personne n'est épargné. Cadres, exécutants, secteur privé, secteur public. Secteur public aussi, oui. Hommes, femmes. Je peux vous dire que la vague, les réseaux sociaux annonçaient que le nombre de burn-out avait doublé en un an. Je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg par rapport au ressenti que j'ai aujourd'hui de cet épuisement, de ce manque de sens. Là, vous l'avez appréhendé, on en a beaucoup parlé dans notre émission, mais vous, sur le terrain, les rencontres que vous avez eues en face à face avec des gens qui se sont confiés à vous, c'est ça qui ressort. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent bosser. Ils sont un peu harcelés d'un management qui les écrase et ils ne savent pas où ils vont. Alors, ils sont toujours avec une injonction de toujours plus, mais avec toujours moins. Alors, moins de moyens financiers, moins de moyens humains. Alors, ce que vous allez demander à un sportif de haut niveau, quand il court son sprint, il va avoir une ligne d'arrivée. Là, on la repousse à chaque fois. C'est compliqué. Après, j'avoue que ce tour aussi m'a énormément réconciliée parce que je vois aussi des entreprises et des managers qui ont envie de voir les choses changer. Et quelque part, pour moi, c'est un petit peu l'objectif de ce que j'ai envie, c'est de réconcilier l'homme et l'entreprise, parce que je trouve que... Oui, vous aimez toujours l'entreprise. Oui, on ne peut pas tout demander à l'entreprise. Ce qu'il faut par contre comprendre, c'est que ce qui est de l'ordre d'une pathologie de l'organisation de l'entreprise vous est renvoyé souvent comme une insuffisance personnelle. Et c'est ça qui est compliqué. Exact. C'est-à-dire qu'on va aller chercher quel type de fragilité vous pourriez avoir pour justifier qu'on n'a plus besoin de vous. Elle vient de divorcer, ou elle a fait une petite déprime, ou je ne sais pas quoi. Oui, elle a un enfant handicapé, c'est terrible ce que l'on peut venir chercher comme responsabilité personnelle et insuffisance personnelle. Je trouve que c'est parfois assez odieux. Oui. Avant
de parler des managers, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi les managers venaient, certains sont venus... Alors certains sont venus pour pouvoir... Échanger avec vous. Oui, et pour pouvoir découvrir quels sont les signaux de pré-effondrement. Se dire que moi, dans mon équipe, j'ai pas envie de passer à côté de ça. J'ai une conscience. Voilà. Ça serait terriblement culpabilisant pour moi de ne pas me rendre compte. Je vois aussi certains médecins traitants qui nous disent... Je suis en première ligne, je fais des arrêts maladie à longueur de journée, mais je ne suis pas vraiment formée pour ça, sur ce fléau. Parce que les gens parlent dans les cabinets. Les gens parlent. On est face à aussi des RH qui ont envie, en tout cas, de pouvoir faire des choses. Et ça m'a vraiment réconciliée. Je trouve ça très chouette qu'il y ait des entreprises qui soient aujourd'hui envie d'agir pour le bien-être des salariés. Mais alors, ce camping-car, ces rencontres, ces moments, d'un point de vue pratique, c'est intéressant parce que vous avez fait un premier tome sans imaginer peut-être que vous alliez penser à un deuxième tome. Je le dis comme ça à l'emporte-pièce, puisque vous avez dans le panier de Kika, vous avez rassemblé des milliers de mots, de situations, de témoignages, de regards, de visages, de larmes probablement, d'émotions. On en fait quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière? Alors aujourd'hui, cela construit mon chemin qui est vers un projet qui est en train d'émerger, de se construire, parce qu'on se rend compte, et je me suis rendu compte, que j'ai eu les moyens de m'offrir ma reconstruction. Aujourd'hui, si vous regardez la définition de l'OMS du burn-out, c'est un effondrement, un épuisement ouais, ça, tout tombe, tout physique, psychique et émotionnel. La seule réponse, quand vous êtes aujourd'hui tombé, c'est le parcours, médecin traitant, psychiatre, cachet. On vient exclusivement... Et cachet, on s'en sort pas. Voilà, on vient apaiser, et ça peut être bien, et j'avoue, j'ai eu besoin à un moment donné de prendre ces filets-là. Mais l'aspect, je dirais, on s'occupe de l'aspect psychique, et de mettre juste un calmant, une rustine, quelque chose. Oui, c'est un pansement, mais on ne traite pas des causes. Voilà. Aujourd'hui, la psychothérapie n'est pas remboursée. Il y a des bribes de sujets qui viennent donner des solutions de peut-être 4 séances de psy, et c'est très bien, il va falloir peut-être faire plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe. Voilà. Mais Kika, excusez-moi de revenir sur l'origine qui fait que vous êtes en plateau aujourd'hui, que dans quelques jours ou semaines, vous allez repartir faire le Tour de France, parce que quelque part, vous en avez peut-être même besoin. Vous en voulez à qui? À ce, entre guillemets, manager toxique? Ou est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous en voulez à vous-même de ne pas avoir été capable de faire le pas de côté? On évoquait avec Fanny Griesmer tout à l'heure ce syndrome de la bonne élève qui veut toujours bien faire, qui veut toujours donner, qui sans compter s'épuise et ne se rend pas compte qu'elle peut s'effondrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voulez encore à celui qui, entre guillemets, vous a mis dans cette situation? Non, parce que... Est-ce que vous avez pardonné aussi, en quelque sorte? Oui, alors, effectivement, j'ai un nouveau chemin devant moi et on s'en sort, et c'est ce reflet que j'ai envie de donner. Parce que, évidemment, je vois de la souffrance. Je vois des gens qui sont en souffrance. Mais je ne suis pas là pour porter cette souffrance. Je suis juste là pour donner un espoir. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas expert en psychopathologie du travail. J'ai juste une expérience. Mais cette écoute en présence, elle vient consoler, en fait. Et aujourd'hui... On vous remercie, d'ailleurs, parce que quelqu'un vous disait, mais j'ai l'impression que vous étiez dans ma tête. Ça a dû vous bouleverser, cette phrase. Oui, je reçois énormément de messages par l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, et LinkedIn aussi, et c'est incroyable ce réseau professionnel, parce qu'il y a tout cet écosystème de la santé au travail, et ils se rendent bien compte de toutes ces difficultés que l'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de parcours coordonné d'aide, c'est-à-dire que, hormis le parcours dont je viens de vous décrire, vous êtes comme dans un couloir, dans le noir, il y a beaucoup d'interrupteurs, mais vous ne savez pas où aller. Donc il est important aujourd'hui, je pense, de s'occuper des blessés des parcours professionnels. Et non comme pas... des blessés de guerre. Oui, ouais, des blessés de champ de travail. On est vraiment sur la dignité de l'homme au travail. Bien sûr. On a trop de dégâts qui sont des déflagrations aussi dans votre univers privé. J'allais venir. On parlait... Qui touche la famille. Mais bien sûr. Et bien entendu parce les que enfants. Vos problèmes de bureau, vous les ramenez à la maison. Et ça va vous enfoncer toujours dans cette culpabilité que c'est vous le problème. Parce que quand vous êtes harcelé
dans la journée au travail. Pour ma part, quand je rentrais le soir à la maison, à un moment donné... Vous avez été, on peut le dire, vous avez été victime de harcèlement. Vous considérez ça comme du harcèlement? Oui. On peut le ranger dans la catégorie harcèlement au travail? Oui, tout à fait. Mais il faut d'abord l'accepter, le comprendre. Parce qu'au départ, vous ne posez pas ces mots-là, vous essayez de vous remettre sans arrêt en question. On pense que c'est soi qui... Et tout le système va vous montrer que c'est vous le maillon faible, en fait, quelque part. Et donc on vous affaiblit encore un peu plus. L'ensemble, je dirais, du parcours est un parcours de solitude. Le burn-out, c'est la solitude. C'est une forme de solitude que vous retraversez quand vous êtes avec votre camping-car, toute seule au volant du camping-car. Là aussi, vous êtes dans un cheminement un peu solitaire pour vous reconstruire. Oui, mais en même temps, c'est magnifique ce qui arrive parce que j'ai aucune attente. Okay, donc je ne sais pas qui va monter à bord. C'est vrai. Je découvre des parcours de vie, des tranches de vie qui sont fantastiques. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur cette aventure humaine qui me pousse aujourd'hui à aller vers un projet qui va aller relever tous ces blessés des champs de travail. Donc si je décrypte ce que vous me dites, parce qu'on voit bien que se dessine doucement à travers ce parcours de terrain, de remontée d'informations, l'idée que vous pouvez devenir une porte, un interrupteur et une porte et de la lumière qui permettrait de prendre par la main quelqu'un en lui faisant sortir du cheminement classique, médicaments, camisole chimique et je dors toute la journée. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont enfermées dans leur culpabilité. Ça, vous les rencontrez dans votre camping-car? Quand je les vois, c'est un début, c'est une petite goutte, mais c'est simplement cette petite goutte qui va leur permettre de s'autoriser à aller vers un chemin de guérison, en fait. Parce qu'ils vont comprendre et ils vont pouvoir s'exprimer et dire que finalement, ce sont pas eux qui sont responsables, en fait, de ce qui leur est arrivé. Vous avez ce livre, vous avez ces témoignages, vous avez un diagnostic, vous l'avez dit, je ne suis pas une spécialiste, mais néanmoins, vous avez acquis finalement une connaissance. La meilleure des structures pour accompagner celui qui est un blessé du champ de travail, que je trouve une expression effectivement incroyable, ça serait quoi selon vous, vous qui êtes en train de bâtir ce projet justement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite quand on détecte ce burn-out? Qu'est-ce qu'on devrait faire et que peut-être vous n'avez pas eu d'ailleurs? Moi, je pense qu'il faut faire énormément de prévention. Ça, c'est une première chose parce que la personne qui est en train de se brûler n'est pas la solution. Elle fait partie du problème parce qu'elle a la tête dans le guidon, elle ne va rien voir et l'ensemble des choses qu'on va lui dire pour l'alerter, ça va pas pouvoir lui permettre. Vous êtes face à quelqu'un qui est en apnée. Elle est enfermée. Et donc, ralentir est compliqué. Voilà. Donc, plus on va pouvoir permettre d'identifier ces signaux, plus le collectif va aussi réagir. Parce que vous savez, en tant que victime de harcèlement au travail, ce qui est compliqué, c'est non pas, par exemple, des humiliations publiques, bien que ce soit quand même relativement désagréable, mais le pire, c'est que personne ne bouge. Parce qu'une humiliation publique, c'est que vous avez un public. Et ça veut dire les gens ont les bras croisés et savourent en quelque sorte. Quand vous me parlez depuis tout à l'heure, j'ai cette phrase qui me revient, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a quand même quelque chose comme ça d'extrêmement violent dans l'univers du travail qui ressemble effectivement parfois à des guerres de tranchées. Je trouve que c'est très violent. Aujourd'hui, remettre l'humain au centre, parler vraiment du travail réel, ce sont vraiment, pour moi, les préventions les plus essentielles. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la surcharge de travail qui vient vous mettre dans le rouge. C'est une non-reconnaissance de ce que vous investissez en tant que personne. Effectivement, pour ma part, ce qui a été compliqué dans cette reconstruction, c'est d'accepter que je n'ai rien raté. Parce que vous faites un constat terrible de vous dire, j'ai coché toutes les cases, une belle carrière, des belles études, etc. Et puis un matin, vous vous réveillez à la clinique psychiatrique. Et voilà. Et ce livre... C'est un choc terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que, si vous voulez... le regard que vous allez vous porter, le regard des autres sur la santé mentale, je peux vous assurer que c'est pas évident. Juste une question personnelle, mais elle est intimement liée, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est que ça vient irradier finalement et toucher la famille, les enfants, le conjoint. Ça se passe comment, vous, là, aujourd'hui, dans votre vie? Parce que vous êtes seul en camping-car, j'imagine que vos enfants ne sont pas avec vous. Donc vous êtes quand même, je redis, dans un parcours un peu de solitude. Vous vous coupez aussi de votre famille pendant ces temps-là. Comment ça se vit, ça? Alors, justement, j'ai pris la semaine dernière une de mes filles avec moi pour qu'elle voie et qu'elle s'inspire un petit peu de ce qui se passe. Je trouvais ça un partage vraiment magnifique. Donc elle assistait aux entretiens?
Alors, où elle bouquinait dans la librairie, mais elle entendait quand même des choses. Les enfants, vous savez, ce sont des éponges, ils comprennent beaucoup de choses. Ce qui est important, en tout cas, l'entourage, l'amour de mes proches qui me permettent aujourd'hui d'aller vraiment au bout de ça, et je les remercie parce que de pouvoir s'organiser pour pouvoir me permettre de faire ces parcours-là. Là, je suis vraiment dans ce livre et à travers cette tournée, vraiment dans l'éloge de cette fragilité. On est dans un monde qui... Et d'une vague dont vous parlez, vous dites c'est plus important que ce qu'on imagine. C'est très grave. Pour moi, je vois beaucoup de gens qui... avec le Covid, qui n'a pas amélioré les choses, se pose quand même beaucoup de questions. Alors peut-être est-ce que ce mot essentiel, qui a sans cesse été rebâché, va nous poser la question sur notre véritable essentiel, mais sans oublier toutes les personnes à qui on a dit depuis 1 an et demi que leur travail n'est pas essentiel. À quoi je sers, en quoi suis-je utile au monde? Ce sont des questions profondes que l'on se pose. Est-ce qu'au volant de votre petit camping-car Bobby, vous dites ça y est, je m'en suis sorti? Oui. Est-ce que là, sur ce plateau, vous dites oui, ça y est, j'en suis sorti de cette douloureuse aventure? Oui, j'en suis sortie et j'en suis sortie grandie. Je pense que j'ai compris que cette fragilité, cette sensibilité, finalement, c'était mon humanité, que c'était une force. J'ai compris que la vulnérabilité, on n'en veut pas. Et finalement, si vous regardez dans le contexte de l'entreprise, quand l'entreprise se trouve vulnérable tout d'un coup sur un marché par rapport à une concurrence, ça va être force d'audace, force de créativité. Oui, comme pour la crise Covid. De nouvelles solutions. Et finalement, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle va vous permettre de se transformer. Voilà, de se transformer. Donc aujourd'hui, je pense que la tournée, en tout cas, qui se poursuit au mois d'août, je vais partir plages, la tournée des plages de Saint-Malo à Arcachon. D'ailleurs, j'invite, si certains maires entendent mon appel à vouloir me recevoir, certains libraires, pour partager. Je pense qu'il faut savoir aussi agir pendant l'été, pour ne pas subir à la rentrée. Voilà. Merci Kika, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Espérons que des maires nous entendent, parce qu'il y a le réseau LinkedIn évidemment, puis on va pousser vos dates, peut-être que vous nous enverrez vos dates pour qu'on les pousse, puis que les élus aussi, les élus locaux. Voilà, ça sera début août, entre le 6 et le 16 août, quelque chose comme ça. J'aimerais pouvoir aller à la rencontre, voilà. Avec ce livre sous le bras, dans un petit camping-car jaune, vous ne pouvez pas la manquer. Kika, elle sera à votre écoute et vous pourrez bien sûr échanger. Ce n'est pas qu'un confessionnal, c'est aussi un moment d'échange. Je ne te pensais pas si fragile, une histoire féroce dans les coulisses du monde du travail aux éditions Erol. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Kika. Merci. On va suivre votre parcours, peut-être même la structure que vous êtes peut-être, sans le savoir, en train de créer. Oui, alors je serais ravie. Je vais travailler 2 mois cet été sur le sujet et peut-être à la rentrée, j'aurai de belles choses à vous raconter. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais qui n'était pas encore tout à fait, qui était en gestation. Merci Kika. Bonne route en tout cas. Soyez prudente sur les routes de la Bretagne et du littoral. On termine notre émission par un sujet intéressant. Le vélo cartonne et on a besoin de mécaniciens. Ça tombe très bien. Tiens, ça permet aussi à des demandeurs d'emploi de trouver un sens à leur vie. Voilà, grâce au vélo. On en parle tout de suite. C'est dans Fenêtre sur l'emploi.